Le vent de décembre traversait Chicago comme une lame, mais à l'intérieur de la modeste maison en grès brun de Maple Street, Corey Brown le remarquait à peine, il se tenait au comptoir de la cuisine, vérifiant soigneusement les étiquettes de chaque ingrédient disposé devant lui, arachidis, noix, fruits de mer, la trinité des dangers qui avait défini sa vie depuis la naissance de Damon. 8 ans plus tôt, « Papa, tu recommences ?» dit Kay depuis l'embrasure de la porte, ses yeux de 12 ans affichant ce regard averti qu'elle avait développé récemment, trop sage, trop observatrice pour son âge. « Je recommence quoi ?» demanda Corey, bien qu'il sache exactement ce qu'elle voulait dire. « À vérifier tout 3 fois ? On fait juste des cookies pour demain ? Personne n'essaie de nous empoisonner chez nous ?» Corey posa le sac de farine et serra sa fille dans ses bras. « Vieilles habitudes. Ta mère dit que je suis paranoïaque. Tu n'es pas paranoïaque si on en veut vraiment à ta vie. » répondit Kay, avant de sembler coupable. « Désolé, c'était censé être drôle. » Ça l'était. Corey ébouriffa ses cheveux noirs, si semblables aux siens. « Où est ton frère ? Il joue au jeu de course que tu lui as offert. Il devient bon ?» Corey avait été analyste financier avant le diagnostic de Damon. Avant cette première course terrifiante aux urgences quand son fils avait 3 ans, après cela, il avait restructuré toute sa vie, il avait pris un poste permettant le télétravail, refusé des promotions impliquant des voyages et était devenu un expert en gestion des allergènes. Sherry l'avait qualifié d'excessif. Sa mère, Doris Crane, l'avait appelé étouffant. La maison en grès brun avait été le compromis de Corey. Sherry voulait déménager plus près de sa famille à Lincoln Park, dans le vaste domaine familial des Crane, où ses parents, Wade et Doris, régnaient sur leurs 3 enfants et divers parasites. Corey avait accepté de s'installer dans le quartier, mais avait insisté pour avoir leur propre espace. Cette décision avait causé la première vraie fissure dans leur mariage. « Ta mère est encore en retard !» dit Corey en jetant un œil à l'horloge qui indiquait 20h47. L'expression de Kay changea. Quelque chose de sombre passant sur ses traits, elle a envoyé un message « Dîner avec tante Louise ». Encore un dîner, encore une soirée tardive, encore une excuse. Corey avait cessé de confronter Sherry à ce sujet des mois plus tôt, les disputes qui suivaient n'en valaient pas la peine. Et les enfants n'avaient pas besoin d'entendre leurs parents se hurler dessus. « Eh bien, plus de cookies pour nous alors », dit Corey avec une gaieté forcée. Ils passèrent l'heure suivante à cuisiner et Corey observa Kay travailler avec la précision méthodique qu'elle avait héritée de lui. Elle vérifiait 2 fois les ingrédients, se lavait les mains entre chaque tâche, gardait les cookies sans danger pour Damon sur un plateau séparé. Elle comprenait les enjeux d'une manière que la plupart des enfants de son âge n'avaient jamais à affronter. Quand Sherry rentra enfin à 22h30, elle trouva Corey en train de lire au lit. Elle sentait le vin et un parfum coûteux. « Bon dîner ?» demanda-t-il sans lever les yeux de son livre. « Bien. Louise pense à quitter son mari. C'est la 3e fois cette année. Eh bien, peut-être que cette fois, elle le fera vraiment. » Sherry commença à se changer pour la nuit, ses mouvements brusques et irrités. « Ta mère a appelé. Elle veut confirmer qu'on vient demain pour le dîner de Noël. Je lui ai dit qu'on serait là à 15h. Elle veut s'assurer que tu apportes ses cookies spéciaux pour Damon. Elle trouve ça impoli qu'il ne mange pas ce qu'elle prépare. » Corey leva enfin les yeux. « Il est allergique. »« Sherry, ce n'est pas une question de manière. Je sais, je te dis juste ce qu'elle a dit. » Elle se glissa dans le lit, lui tournant le dos. Elle a aussi mentionné que c'était agréable d'avoir des dîners de famille sans toutes tes restrictions et règles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rien ? Oublie ? Je suis fatigué. Mais Corey ne pouvait pas oublier. Il resta éveillé longtemps après que la respiration de Sherry se soit stabilisée en sommeil, pensant au dîner de la famille Crane auquel il avait assisté au fil des ans. Wade Crane, le patriarche, avait fait fortune dans le développement immobilier, des ventures légalement grises qui avaient toujours échappé à un examen sérieux. Doris, sa femme depuis 35 ans, régnait sur le côté social de leur monde avec une poigne de fer enveloppée de marques de luxe. Leurs enfants avaient bien appris d'eux. Louise Crane Stratton, l'aînée, en était à son 4e mari et à sa 2e faillite. Sherry était l'enfant du milieu, celle qu'on attendait qu'elle se marie bien et produise des héritiers pour l'héritage familial. Au lieu de cela, elle était tombée amoureuse de Corey à Northwestern, un boursier du Southside sans connexion ni fonds fiduciaire. Le plus jeune, Vince Crane, gérait plusieurs propriétés de son père et avait les yeux morts de quelqu'un qui avait vu trop et ressenti trop peu. Corey n'avait jamais intégré leur monde. Il avait essayé au début, assistant à leurs événements et riant aux blagues inappropriées de Wade. Mais après le diagnostic de Damon,
Le dédain subtil était devenu une hostilité ouverte. Il voyait les allergies du garçon comme une faiblesse et les mesures protectrices de Cory comme de la paranoïa. Le lendemain matin, veille de Noël, Cory se réveilla tôt et trouva Kay déjà debout, assise à la table de la cuisine avec son téléphone. « Bonjour, ma chérie, tu es levée tôt ?» Elle sursauta, manquant de faire tomber son téléphone. « Juste en train de vérifier des messages ? Tout va bien. »« Oui, ça va. » Mais ses mains tremblaient légèrement en posant le téléphone. Cory prépara des pancakes, des sans danger, vérifiés et revérifiés. Damon arriva à 7 heures, plein d'énergie d'un garçon de 8 ans, parlant de ce que le Père Noël pourrait apporter. Kay resta silencieuse, poussant la nourriture dans son assiette. « Kay, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. « Rien, je vais bien. » Mais elle n'allait pas bien. Cory avait appris à lire les humeurs de sa fille, et quelque chose la rongeait. Il allait insister quand Chérie émergea, l'air épuisé malgré 10 heures de sommeil. « On doit être chez mes parents à 14 heures, annonça-t-elle. « Maman veut faire les cadeaux avant le dîner cette année. » La journée passa dans un tourbillon de préparation. Cory emballa l'épipène de Damon, des antihistaminiques de secours et le contenant de cookies sans danger que Kay avait aidé à faire. Il vérifia 3 fois les étiquettes, obtenant un roulement d'yeux de Chérie. À 13h45, ils étaient en voiture, se dirigeant vers Lincoln Park. Le domaine des crânes se dressait devant eux, un immense manoir de style Tudor Revival qui hurlait l'argent ancien, même si Wade ne l'avait acheté que 15 ans plus tôt. L'allée était déjà bondée de voitures coûteuses. « Grosse foule », observa Cory. « C'est Noël. Maman a invité tout le monde. » Le ton de Chérie suggérait que cela aurait dû être évident. À l'intérieur, la maison brillait de décorations. Doris n'avait pas lésiné sur les dépenses. Comme d'habitude, elle les accueillit à la porte, embrassant Chérie sur les joues et reconnaissant à peine Cory en se penchant pour serrer les enfants. Cory remarqua que Kay se raidit. « Mes chers petits-enfants », roucoula Doris. « Entrez, entrez. Nous avons tant de friandises pour vous. Damon ne peut manger que ce qu'on a apporté, » rappela Cory en levant le contenant. Le sourire de Doris se crispa. « Bien sûr, on ne veut pas d'incident. » La façon dont elle le dit fit frissonner Cory. Mais il repoussa ce sentiment. Le salon était rempli de Cranes et de leurs associés. Wade tenait court près de la cheminée. Whisky à la main, Louise était assise sur le canapé, l'air misérable à côté de son dernier mari. Un homme nommé Terence Waters, qui semblait tout aussi malheureux, vint se rôder dans un coin, scrollant sur son téléphone. D'autres parents que Cory connaissait à peine remplissaient les espaces restants. Cousins. Cousins au second degré, amis de la famille. Les crânes collectionnaient les gens comme d'autres collectionnent l'art pour afficher leur richesse et leur statut. La voix de Wade tonna à travers la pièce. « Viens prendre un verre. Tu as l'air d'en avoir besoin ? » « Je vais bien. Merci. Balivanis. C'est Noël. » Wade versait déjà. Whisky sec. Comme les vrais hommes boivent, Cory accepta le verre pour éviter une scène. Il prit une petite gorgée, sentant l'alcool brûler. De l'autre côté de la pièce, il observa Doris se pencher pour parler à Damon, son sourire trop large, ses yeux trop brillants. Kay se tenait à proximité, observant sa grand-mère avec une intensité qui l'inquiétait. L'échange de cadeaux commença, une performance orchestrée où les crânes exhibaient leur générosité, des jouets coûteux pour les enfants, des articles de designer pour les adultes. Les cadeaux modestes de Cory et Chérie paraissaient pathétiques en comparaison, ce qui était probablement le but. Tout au long, Cory remarqua les regards, Wade regardant Chérie avec une expression étrange, Doris chuchotant à Louise, Vince souriant à son téléphone, et Kay, sa fille observatrice, regardant tout avec ses yeux trop sages. À l'approche du dîner, Doris annonça que les enfants devraient jouer dans le salon pendant que les adultes finissaient les préparations. Cory commença à suivre Damon, mais Chérie lui attrapa le bras. « Laisse-le y aller. Il va bien ? Kay le surveillera. Tu devrais arrêter de planer au-dessus de lui. Maman a raison. Tu l'étouffes ?» La critique le piqua parce qu'elle venait de Chérie, qui avait l'habitude de comprendre qu'il aidait autrefois à garder leur fils en sécurité. Quand cela avait-il changé ? Dans la salle à manger, la table était dressée pour 20 personnes. Verres en cristal, assiettes en porcelaine, argenterie sterling. La famille Crane exhibant comme toujours. Cory trouva sa place assignée loin de Chérie. Il remarqua qu'elle était près de ses parents tandis qu'il était coincé à l'extrémité entre Louise et son mari, Terence. « Quelle production ?» murmura Terence. « Wade aime faire impression. » Cory acquiesça. Plutôt Doris qui aime rappeler à tous leur place dans la hiérarchie. Terence vida son verre de vin. « Toi aussi, tu es bas sur l'échelle ?»
Hein ?» Avant que Cory puisse répondre, Doris appela tout le monde à l'attention. Les enfants furent amenés, Kay l'air tendu, Damon excité. Ils furent assis près du milieu de la table, proche de la position de Doris à la tête. Le repas commença avec le toast traditionnel de Wade. Long et auto-congratulant, les plats sortirent l'un après l'autre, chacun plus élaboré que le précédent. Cory mangea mécaniquement, observant Damon picorer les aliments sans danger qu'ils avaient apportés, tandis que les autres enfants profitèrent du festin. Puis vint le dessert. Doris elle-même apporta le plateau de cookies, le posant au centre de la table avec un geste théâtral. « Cookies maison aux pépites de chocolat », annonça-t-elle, « ma recette spéciale. » Cory se tendit immédiatement. « Damon a les siens. »« Oh, j'en ai fait des spéciaux juste pour lui », interrompit Doris, son sourire radieux, complètement sans noix. J'ai été très prudente. Elle prit un cookie d'une section spécifique du plateau et le posa directement sur l'assiette de Damon. Chaque instinct de Cory hurla. Danger. Il commença à se lever. Je dois vérifier. Mais Damon, impatient d'être comme les autres enfants, avait déjà mordu dedans. La réaction fut immédiate. Les yeux de Damon s'agrandirent, sa main allant à sa gorge. Le bruit d'étouffement qui suivit glaça le sang de Cory. Épipène. Cory bondit de sa chaise, fouillant pour sa veste où il l'avait rangée. C'est alors que Chérie bougea. Sa femme, la mère de ses enfants, lui attrapa le bras avec une force surprenante, ses doigts s'enfonçant dans son poignet. « Laisse-le s'étouffer et mourir », dit-elle, sa voix plate et sans émotion. Cory la regarda, choquée, autour de la table. La famille Crane observait. Il ne paniquait pas, il ne bougeait pas pour aider. Il regardait, avec ce qui ne pouvait être décrit que comme de l'anticipation. Doris sourit. Wade se pencha en arrière dans sa chaise, croisant les bras. L'expression de Louise était soigneusement neutre. Vince souriait. Ils étaient tous complices. Ce n'était pas un accident. C'était planifié. C'était un meurtre. Le temps sembla ralentir. Le visage de Damon virait au rouge. Ses petites mains agrippant sa gorge. Cory essaya de se libérer, mais Chérie tenait ferme. Et Wade se déplaçait pour bloquer son chemin. Toutes les pièces s'assemblèrent. Les dîners tardifs. La distance. L'hostilité subtile qui avait grandi en quelque chose de monstrueux. Puis Kay bougea. Sa fille de 12 ans bondit de sa chaise avec une vitesse qui prit tout le monde au dépourvu. Elle attrapa l'épipène de la veste de Cory. Elle savait exactement où il était et l'enfonça dans la cuisse de Damon avec une précision pratiquée. L'effet fut presque immédiat. Damon halta, l'air revenant dans ses poumons. Sa couleur commença à revenir. La pièce explosa en chaos. Doris fit même un pas en avant comme pour interférer. Mais Kay se plaça entre elle et son frère, l'épipène usagé encore serré dans son petit poing comme une arme. « Grand-mère », dit Kay, sa voix traversant le bruit avec un calme sinistre. « Je sais où tu étais hier. » La pièce devint silencieuse comme la mort. Le visage de Doris se vida de couleur. « Quoi ?»« Hier au motel Riverside, chambre 237. » Kay sortit son téléphone, sa main ferme. « J'ai des photos. » Le silence s'étira, brisé seulement par la respiration râpeuse de Damon. Cory, encore en train de traiter ce qui venait de se passer, observa sa fille affronter sa grand-mère avec le courage de quelqu'un 3 fois son âge. Doris regarda Wade, Wade regarda Vince. Le sourire de Vince avait disparu. « Tu as espionné ta grand-mère ?» La voix de Doris tremblait de rage. « Petite ingrate, j'ai protégé ma famille ?» interrompit Kay. « Je vous ai observés tous. Je sais ce que vous planifiez. Je sais pour les polices d'assurance. Je sais pour les changements de testament. Je sais tout. » Chérie lâcha le bras de Cory, reculant, en trébuchant. « Kay, arrête !»« Non !» Les yeux de Kay, si semblables à ceux de Cory, brûlaient de fureur. Ils ont essayé de tuer Damon. Ils allaient le tuer et faire passer ça pour la faute de papa. Pour sa négligence. Et toi ? Elle se tourna vers sa mère. Tu allais les aider ? Cory attira Damon dans ses bras. Le garçon tremblait et pleurait. Son esprit bouillonnait, essayant de traiter le cauchemar qui était devenu sa vie. Sa femme avait essayé de laisser mourir leur fils. Ses beaux-parents l'avaient orchestré. Et sa fille, sa courageuse et brillante fille, avait d'une manière ou d'une autre su et s'était préparée. « Tout le monde reste exactement où vous êtes », dit Cory, sa voix d'un calme mortel. Il sortit son téléphone, composant le 911. « On va laisser la police régler ça. » Wade rit. Mais cela sonnait forcé. Tu crois que quelqu'un va croire cette fantaisie ? Les accusations d'une enfant. J'ai des preuves, dit Kay. Beaucoup, et pas juste sur le motel. Elle regarda sa grand-mère avec un calcul froid. Devrais-je leur parler de la boîte de dépôt sécurisée ou des comptes offshore ? Ou devrions-nous commencer par qui tu rencontrais au Riverside ?
Le visage de Doris passa du blanc au cramoisi, quoique Kay sache. C'était suffisant pour terrifier la formidable matriarche de la famille Crane. Corey tenait son fils serré, observant sa fille tenir bon contre des gens qui venaient d'essayer de commettre un meurtre. À cet instant, il réalisa que pendant qu'il avait été occupé à protéger ses enfants des arachides et des noix, il avait échoué à les protéger d'une menace bien plus mortelle, mais la guerre n'était pas terminée, ce n'était que le premier coup, et Corey Brown n'avait aucune intention de perdre. Les lumières des urgences étaient trop vives, trop stériles. Corey était assis sur la chaise en plastique, observant les médecins examiner Damon, son esprit rejouant le dîner encore et encore, les bruits d'étouffement, la voix froide de Sherry, ce sourire sur le visage de Doris. Kay était assise à côté de lui, son téléphone serré dans les deux mains. La police était venue au domaine des crânes, avait pris des déclarations et suggéré d'aller à l'hôpital par sécurité. C'était il y a 3 heures. Monsieur Brown, un médecin émergea, l'air fatigué mais rassurant. Damon va bien, l'épinéphrine a agi rapidement, on le garde en observation pour la nuit, mais il n'y a pas de dommages permanents. Puis-je le voir? Bien sûr. Il vous demande. Corey se leva, puis s'arrêta. Kay, j'attends ici. Elle semblait petite sur la chaise de l'hôpital, son audace antérieure s'estompant maintenant que le danger immédiat était passé. J'ai des appels à passer. D'accord. Je vais bien. Papa, va voir Damon. Dans la salle de récupération, Damon semblait encore plus petit que d'habitude dans le lit d'hôpital. Ses yeux s'illuminèrent quand Corey entra. Papa, le médecin a dit que j'étais vraiment courageux. Corey tira une chaise près et prit la main de son fils. Tu l'étais incroyablement. Comment te sens-tu? Ma gorge me fait mal et je suis vraiment fatigué. L'expression de Damon devint troublée. Pourquoi grand-mère m'a donné ce cookie? Elle sait que je suis allergique. Comment expliquer le mal à un enfant de 8 ans? Comment dire à ton enfant que sa grand-mère, sa mère, a essayé de le tuer? Parfois les gens font des erreurs, dit Corey. Le mensonge avait un goût amer. Kay dit que ce n'était pas une erreur. Les yeux de Damon se remplirent de larmes. Elle dit qu'ils l'ont fait exprès. Mais ça ne peut pas être vrai. Hein? Papa? Corey ne pouvait pas répondre. Il se contenta de tenir son fils pendant que le garçon pleurait, sentant sa propre rage se transformer en quelque chose de froid et concentré. Quand Damon s'endormit enfin, Corey revint à la salle d'attente. Kay était au téléphone. Parlant à voix basse et urgente, elle termina l'appel en le voyant. « À qui parlais-tu? »« Un avocate? »« Uncle Cameron. Cameron Collins. » Le colocataire de Corey à l'université était devenu un avocat éminent spécialisé en défense criminelle. Ils étaient restés proches au fil des ans. « Comment as-tu... » Je l'ai appelé la semaine dernière. Quand j'ai d'abord compris ce qui se passait, les yeux de Kay étaient secs. J'enquête depuis 2 mois. Papa, 2 mois. Pendant que Corey avait été inconscient, sa fille de 12 ans avait rassemblé des preuves contre sa propre famille. « Raconte-moi tout, » dit Corey. Kay jeta un œil à la salle d'attente vide, puis commença à parler. Ça a commencé en octobre. J'ai remarqué que maman agissait bizarrement. Elle était tout le temps sur son téléphone. Toujours à envoyer des messages, elle quittait la pièce pour prendre des appels. Comportement classique d'une liaison. J'ai vu assez de télé pour connaître les signes. D'accord, laisse-moi finir. J'ai commencé à faire attention, à la suivre parfois quand elle disait aller chez Tante Lou. Elle n'allait pas chez Tante Lou. Où allait-elle? Chez grand-mère et grand-père. Mais pas juste pour des visites. Ils avaient des réunions. Maman, grand-mère, grand-père, Uncle Vince, parfois tante Louise. Toujours quand tu travaillais ou avec Damon, il parlait dans le bureau de grand-père. Porte fermée, les mains de Corey se serrèrent. Comment sais-tu ce qu'il disait? Kay eut la grâce de sembler légèrement coupable. J'ai peut-être emprunté de la technologie à un gamin de l'école. Son père est détective privé. J'ai planté un enregistreur activé par la voix dans le bureau de grand-père pendant Thanksgiving. Tu as quoi? Il fallait que je sache... Papa, quelque chose clochait. Kay sortit son téléphone, navigua vers un dossier. J'ai des heures d'enregistrement. Tu veux entendre les points forts? Elle appuya sur play. La voix de Doris remplit la salle d'attente silencieuse. La police d'assurance vie est substantielle. 2 millions sur Corey. 1 million sur chaque enfant. Si le garçon meurt d'une réaction allergique, surtout sous la surveillance de Corey, l'enquête se concentrera sur sa négligence. La réponse de Wade, et Sherry hérite de tout en tant que conjoint survivant. Sherry, sa femme, sa partenaire, 10 ans, il faut que ça ait l'air naturel. Un accident. Je ne peux pas éveiller de soupçons. Vince, toujours pratique. Le dîner de Noël fait sens. Beaucoup de confusion, beaucoup de nourriture. Facile de prétendre à une contamination croisée.
Louise. Sa voix incertaine. Est-ce qu'on fait vraiment ça? Tuer un enfant? Doris. Tranchante et froide. On corrige une erreur. Sherry n'aurait jamais dû épouser ce nul du Southside. Ses enfants sont faibles. Allergies. Anxiété. Ils ne sont pas du matériel Crane. On coupe nos pertes. Sherry touche l'argent de l'assurance. Et on avance? Cory se sentit malade. Kay arrêta l'enregistrement. Il y en a plus? Dit-elle doucement. Beaucoup plus. Ils ont planifié chaque détail. Comment s'assurer que tu ne puisses pas atteindre l'épipène à temps? Comment grand-mère prétendrait avoir oublié les allergies de Damon? Comment il ferait tous les choquer et soutient ensuite? Et ta mère a accepté tout ça. Elle n'a pas juste accepté, elle a suggéré une partie. La voix de Kay se brisa. Je suis désolé. Papa, je sais que c'est ma maman. Mais, ne t'excuse pas? Tu as sauvé la vie de ton frère ce soir? Cory serra sa fille dans ses bras, la sentant trembler de larmes réprimées. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. J'avais si peur, murmura Kay. Et si je n'avais pas été assez rapide? Et s'ils m'avaient arrêté? Mais tu as été assez rapide et ils ne t'ont pas arrêté. Cory la serra plus fort. Maintenant, il faut s'assurer qu'ils n'ont plus jamais une chance. Kay recula, essuyant ses yeux. C'est là que les autres preuves entrent en jeu. L'histoire sur grand-mère au motel. De quoi s'agit-il? Grand-mère a une liaison? Kay afficha des photos sur son téléphone avec le partenaire d'affaires de grand-père, un type nommé Elias Gould. Ils se rencontrent tous les lundis et jeudis au motel Riverside. J'ai des photos, des heures, des dates. J'ai aussi des preuves qu'ils ont transféré de l'argent des comptes de grand-père vers des comptes offshore au nom de grand-mère seulement. Cory regarda sa fille avec étonnement. Comment as-tu trouvé tout ça? Je l'ai suivi 2 fois. Le truc offshore, j'ai peut-être emprunté son ordinateur une fois et trouvé des confirmations par email. Elle n'est pas aussi douée en tech qu'elle le pense. L'expression de Kay se durcit. Il voulait détruire notre famille. Je voulais une assurance pour détruire la leur. Kay, c'est... Cory chercha ses mots. C'est incroyablement dangereux. S'ils avaient découvert ce que tu faisais, ils m'auraient tué aussi. Je sais, c'est pourquoi j'ai été prudente. Elle croisa ses yeux, et c'est pourquoi on doit agir vite maintenant. Ils savent que j'ai quelque chose sur grand-mère. Ils ne savent pas pour les enregistrements ou combien d'autres preuves j'ai, mais ils vont essayer de limiter les dégâts. Elle avait raison. Le téléphone de Cory avait vibré toute la soirée. Appel de Sherry, de Wade, d'un numéro inconnu. Il les avait tous ignorés, mais il continuerait. Cameron arrive ici, dit Kay. Je lui ai dit qu'on avait besoin de lui ce soir. Il a dit qu'il serait là dans l'heure. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, que ma famille a essayé de tuer mon frère et qu'on a besoin de protection légale immédiatement. Cameron Collins arriva 45 minutes plus tard. L'air d'être venu directement d'une fête de Noël dans son costume coûteux et sa cravate légèrement desserrée, c'était un grand homme, au Medvedevita, épaules larges, avec une présence imposante qui le rendait létal au tribunal. Cory, il serra fermement la main de Cory. Kay m'a donné les bases au téléphone, mais j'ai besoin d'entendre tout. Ils trouvèrent une salle de consultation vide, et Cory guida Cameron à travers le cauchemar. L'expression de son ami s'assombrit à chaque détail. « Et tu as des enregistrements d'eux planifiant ça ?» demanda Cameron. Kay, elle hocha la tête, tendant son téléphone. Tout est sauvegardé sur 3 comptes cloud différents. Je ne prenais pas de risque. Cameron écouta plusieurs extraits, sa mâchoire se serrant. C'est une conspiration pour meurtre? Tentative de meurtre? Possiblement fraude liée aux assurances? Peut-on les poursuivre? Demanda Cory. On peut essayer, mais voici le problème. Les crânes ont de l'argent et des connexions. L'avocat de Wade est Donald Nielsen, l'un des meilleurs avocats de défense de l'État. Ils prétendront que les enregistrements de Kay sont inadmissibles. Qu'elle est une enfant à l'imagination suractive. Que c'était un tragique malentendu. Damon a presque mouru. Je sais, et c'est notre pièce la plus forte. On a les dossiers hospitaliers montrant une réaction allergique. On a ton témoignage que Sherry t'a physiquement empêché d'aider. On a le témoignage de Kay sur l'injection de l'épipène. Cameron se pencha en arrière, mais sans les enregistrements. C'est parole contre parole. Une dispute familiale? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Cameron sourit. Et Cory reconnut l'expression. C'était celle qu'il avait avant de détruire quelqu'un au tribunal. On ne poursuit pas juste, on mène une guerre totale. On les frappe de tous les angles, criminels. Civil, social. On les détruit si complètement qu'ils ne menaceront plus jamais toi ou tes enfants. J'écoute. D'abord, on demande la garde d'urgence. Dès maintenant, Sherry ne voit pas les enfants sans supervision.
On prétend qu'elle est un danger pour la vie de Damon parce qu'elle l'est. Les dossiers hospitaliers le soutiennent. Elle va se battre. Laisse-la. Ça met tout sur le dossier. Puis on porte plainte criminelle, tentative de meurtre, conspiration, mise en danger d'enfants. On rend ça public. La richesse des crânes est basée sur la réputation. On la détruit. Et les enregistrements, demanda Kay, on les utilise stratégiquement. L'Illinois est un État à consentement bilatéral pour les enregistrements, ce qui signifie qu'ils sont techniquement inadmissibles, mais Cameron leva un doigt, on peut les utiliser pour trouver des preuves corroborantes, dossier bancaire. Demande de police d'assurance. Trace's email, on utilise l'intel de Kay pour savoir où creuser. Puis, on obtient des mandats et des assignations pour les preuves légales, et la liaison, demanda Corey. Le sourire de Cameron s'élargit, c'est notre option nucléaire. L'empire d'affaires de Wade Crane s'est basé sur des partenariats et des investisseurs. Si on expose que sa femme a une liaison avec son partenaire d'affaires et lui vole, ça détruit leur crédibilité, les investisseurs se retirent, les partenaires fuient, tout s'effondre. Ils viendront après nous, dit Corey, ils essaieront, mais voici le truc. Tu n'es pas une victime impuissante, tu es un père protégeant ses enfants. Kay est une héroïne qui a sauvé la vie de son frère. Damon est un enfant innocent qui a presque mouru. Dans l'opinion publique, vous êtes intouchable. L'expression de Cameron devint sérieuse, mais j'ai besoin que tu comprennes ce que ça signifie. Guerre totale. Pas de pitié, pas de recul. Une fois qu'on commence, on n'arrête pas jusqu'à ce qu'il soit fini. Corey pensa à Damon dans le lit d'hôpital, aux mains tremblantes de Kay face à sa grand-mère, à la voix froide de Sherry disant ces mots horribles. « Finis-les » dit-il. Cameron hocha la tête. « Alors on commence ce soir. Je dépose des motions d'urgence demain matin. On aura une audience d'ici la fin de la semaine. » Entre-temps, il se tourna vers Kay. « Tu as fait un travail incroyable en rassemblant ces preuves. Mais à partir de maintenant, tu arrêtes d'enquêter? Tu es une enfant? Laisse les adultes gérer. Mais, pas de mais, ce que tu as fait était courageux et a probablement sauvé des vies. Mais c'est aussi dangereux et je ne te laisse pas te mettre en risque à nouveau. » Compris? Kay regarda Corey, qui hocha la tête. Elle soupira. « Compris? Bien. Maintenant, Corey, tu vas commencer à recevoir des appels, des textos, peut-être même des visites des crânes. N'engage pas. Ne réponds pas aux appels. Ne réponds pas aux textos. Ne les laisse pas entrer chez toi. Tout passe par moi maintenant. Et si Sherry essaie de voir les enfants, on demande une ordonnance de restriction demain matin. Jusque-là, tu es à un hôtel? Fais des sacs pour une semaine. Je connais un endroit sécurisé et calme. Comme sur commande. » Le téléphone de Corey vibra, le nom de Sherry clignota à l'écran, il le montra à Cameron. « Laisse aller à la messagerie », conseilla Cameron. Ils attendirent. 1 minute plus tard, la notification de messagerie apparut. Corey l'a mis sur haut-parleur. La voix de Sherry, étouffée de larmes et désespérée. « Corey, s'il te plaît, on doit parler. Je sais comment ça a l'air, mais tu ne comprends pas. J'étais en choc. Je ne pensais pas clairement. S'il te plaît, j'aime nos enfants. Je ne leur ferai jamais de mal. Rappelle-moi, s'il te plaît. » Le message se termina. L'expression de Kay était de pierre. Elle ment. « Je sais, » dit Corey. Un autre message arriva, cette fois de Wade. « Corey, mon garçon, calmons-nous tous et parlons-en. Les affaires de famille restent en famille. Reviens à la maison, on réglera ça autour d'un verre. Pas besoin d'impliquer avocats ou hôpitaux. Qu'en dis-tu? Efface ça, dit Cameron. Garde une trace. Mais ne réponds pas. Les messages continuèrent toute la nuit. Doris pleurant sur un terrible malentendu, Vince menaçant d'action légale pour diffamation, Louise suppliant Corey de penser à la famille. Cameron documenta chacun, bâtissant le dossier. Au matin, Corey avait 17 messages et 23 appels manqués. À 6 heures, ils quittèrent l'hôpital avec Damon, qui était épuisé mais physiquement rétabli. Cameron les conduisit à un hôtel-boutique à Oak Park, bien loin de Lincoln Park et du domaine des crânes. Il avait déjà réservé une suite 2 chambres sous le nom de son cabinet. « Reposez-vous un peu, » dit Cameron. « Je dépose les motions dès l'ouverture du tribunal. Attendez-vous à ce que les crânes contre-attaquent fort. À quoi dois-je m'attendre? À tout. Ils essaieront de te peindre comme instable. Paranoïaque, un danger pour les enfants. Ils prétendront que tu retournes Kay contre eux. Ils tireront toutes les ficelles pour faire disparaître ça. » Cameron serra l'épaule de Corey, mais on a la vérité de notre côté. Et la vérité a une façon de gagner. Après le départ de Cameron, Corey aida Damon à se coucher, puis s'assit avec Kay dans le salon de la suite. Elle semblait épuisée, l'adrénaline enfin retombée. « Je suis désolé que tu aies dû être l'adulte, » dit Corey.
Quelqu'un devait l'être. Kay s'appuya contre lui. « Papa, est-ce qu'on va s'en sortir ? On va s'en sortir mieux que bien. On va gagner... Et maman ?» C'était la question que Cory avait évitée. Sherry, la femme qu'il avait aimée, épousée, avec qui il avait construit une vie, la mère de ses enfants. Comment en était-on arrivé là ? Ta maman a fait des choix, dit Cory prudemment. Des choix terribles. Je ne sais pas si elle peut revenir de ça. Je ne pense pas qu'elle veuille, dit Kay doucement. Je pense qu'elle nous a choisis, eux, il y a longtemps. Je ne voulais juste pas le voir. Ils restèrent assis en silence, regardant le soleil se lever sur Chicago. Quelque part de l'autre côté de la ville, la famille Crane complotait son prochain coup. Des avocats étaient appelés, des stratégies se formaient, mais Cory avait quelque chose qu'il n'avait pas, la hauteur morale, des preuves de leur crime. Et une fille de 12 ans, plus intelligente que tous réunis, la guerre avait commencé et Cory Brown allait gagner. L'audience de garde d'urgence fut fixée pour vendredi, 3 jours après le dîner de Noël. Cameron avait averti que ce serait brutal, mais Cory n'était pas préparé à la pleine force de la machine légale des Crane. Wade avait engagé non seulement Donald Nielsen, mais une équipe entière de son cabinet. Ils avaient déposé des contre-motions, des affidavits d'assassinat de caractère et obtenu des déclarations de 12 témoins jurant que les Browns étaient une famille instable et Cory un père contrôlant et paranoïaque. « Il joue sale », dit Cameron pendant une session de préparation à son bureau, mais on s'y attendait. Kay était assise à côté de Cory, nerveuse dans la robe qu'il lui avait achetée la veille. Elle témoignerait. Et Cameron avait passé des heures à la préparer. « Souviens-toi », dit Cameron doucement. « Dis juste la vérité. N'embellis pas. Ne t'énerve pas. Si tu ne comprends pas une question, demande de reformuler. Et si tu as peur ou besoin d'une pause, on peut en demander une. Je n'aurai pas besoin de pause, dit Kay. Mais sa voix tremblait légèrement. Damon restait avec les parents de Cameron. Des personnes âgées mais gentilles qui avaient accepté de le garder. Cory avait été réticent à laisser son fils hors de vue. Mais Cameron l'avait convaincu que l'amener au tribunal serait traumatique. La salle d'audience était bondée. Les Cranes avaient amené leur contingent complet, Wade et Doris assis au premier rang, ressemblant à des piliers de la communauté dans leurs vêtements coûteux. Louise était là avec Terence. Vince assis derrière eux, expression indéchiffrable, et Sherry, elle était assise avec sa famille, portant une robe bleu marine conservatrice et un maquillage minimal, ressemblant à la mère inquiète. Quand ses yeux croisèrent ceux de Cory, elle sourit tristement comme s'ils étaient victimes d'un tragique malentendu. La juge était une femme d'une 50aine d'années nommée Rhonda George. Connue pour être dure mais juste, elle avait examiné les motions d'urgence et appela l'audience à l'ordre. Donald Nielsen se leva en premier, il était dans la 60aine. Cheveux argentés avec la confiance lisse de quelqu'un qui n'avait jamais perdu une affaire qu'il tenait à gagner. « Votre honneur, cette affaire est une tragédie, mais pas de la façon que M. Brown prétend. C'est l'histoire d'un père si consumé par l'anxiété et la peur qu'il a transformé un accident familial en une théorie de conspiration élaborée. Sa paranoïa l'a aliéné de sa femme, traumatisé ses enfants, et maintenant il utilise le système légal pour mener une vendetta personnelle. Nielsen peignit Cory comme instable. Il présenta les déclarations d'amis de la famille Crane, décrivant comment Cory surréagissait à des situations normales, comment il isolait son fils, comment il avait toujours été jaloux de la richesse des Crane. L'incident de Noël était tragique. Oui, Madame Doris Crane a fait une honnête erreur avec les cookies. Elle a oublié l'allergie du jeune Damon dans le chaos de préparer le dîner pour 20 personnes. Quand elle a réalisé ce qui s'était passé, elle était horrifiée. Toute la famille l'était. Ils ont regardé en choc pendant que la fille de M. Brown agissait rapidement pour administrer l'épipène. Nielsen se tourna pour Facing Cory. Mais au lieu de reconnaître cela comme un terrible accident et d'accepter les excuses sincères de sa belle-mère, M. Brown a inventé un complot de meurtre. Il coache sa fille à mentir, il éloigne sa femme de ses enfants, il détruit une famille parce qu'il ne peut pas gérer ses propres insuffisances. C'était une manipulation magistrale. Cory observa plusieurs personnes dans la galerie hocher la tête, même la juge George semblait pensive. Puis ce fut le tour de Cameron. « Votre honneur, M. Nielsen a raison que c'est une tragédie, mais il se trompe sur qui sont les victimes. » Cameron se leva, commandant l'attention de la pièce. Damon Brown, âgé de 8 ans, est la victime. Il a presque mouru parce que sa grand-mère lui a délibérément donné un cookie contenant des arachides. Un allergène qu'elle savait pouvoir le tuer. Sa mère a empêché son père d'administrer un médicament salvateur. Et toute sa famille est restée là à regarder. Ne faisant rien pendant qu'il suffoquait,
Cameron présenta les dossiers hospitaliers. Le médecin qui avait traité Damon témoigna de la gravité de la réaction. Maintenant, M. Nielsen veut que vous croyiez que c'était un accident. Une honnête erreur. Mais examinons cette affirmation. Cameron sortit une photo agrandie de la cuisine de Doris prise par la police. La cuisine de Madame Crane a 3 espaces de travail séparés. C'est une boulangère expérimentée qui a organisé des dizaines d'événements. Pourtant, on doit croire que dans tout cet espace, avec toute cette expérience, elle a oublié une allergie qu'elle connaît depuis 8 ans. Nielsen objecta. Spéculations sur l'expertise en pâtisserie de Madame Crane sont irrelevantes. Rejetées, dit la juge George. Continuez, M. Collins. De plus, quand Damon a commencé à s'étouffer, qu'a fait la famille? Ont-ils appelé le 911? Ont-ils essayé d'aider? Non. Selon M. Brown et sa fille Kay, qui, je rappelle à la cour, a agi héroïquement pour sauver la vie de son frère, la famille est restée assise à regarder. Sa propre mère l'a physiquement retenu d'aider. La voix de Cameron monta. Ce n'est pas du choc. Ce n'est pas de la confusion. C'est de la préméditation. Objection. Nielsen était debout. Le conseil fait des accusations outrancières sans preuve. J'ai des preuves, dit Cameron calmement. Il sortit un dossier, des textos entre Madame Sherry Brown et sa mère discutant de régler le problème et de s'assurer que l'argent de l'assurance arrive. Des enregistrements téléphoniques montrant 15 appels entre membres de la famille la semaine précédant Noël. Et le témoignage de Kay Brown, qui a observé des comportements et conversations suspects. La juge George se pencha en avant. M. Collins. Alléguez-vous que cette famille a conspiré pour tuer un enfant? C'est exactement ce que j'allègue, votre honneur, et je demande la garde d'urgence pour protéger Damon et Kay Brown de tout mal supplémentaire. L'audience tourna en bataille. Nielsen appela Sherry à la barre, et elle donna une performance larmoyante. Elle prétendit aimer ses enfants. Avoir été en choc pendant l'incident, que Corey avait toujours été difficile et contrôlant, il ne laissait pas Damon aller aux anniversaires, dit-elle en s'essuyant les yeux. Il ne le laissait manger que ce que Corey préparait personnellement. Il traitait notre fils comme s'il était en verre, parce qu'il essayait de le garder en vie, répliqua Cameron pendant le contre-interrogatoire. Il était paranoïaque. Les enfants allergiques le peuvent dû vivre normalement, mais Corey ne le permettait pas. Et quand j'essayais de donner plus de liberté à nos enfants, il m'accusait d'être une mauvaise mère. Avez-vous physiquement empêché votre mari d'aider votre fils à Noël? Sherry hésita. Je lui ai touché le bras? J'étais en choc. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Vous lui avez touché le bras? Cameron sortit ses notes. M. Brown affirme que vous avez attrapé son poignet avec assez de force pour laisser des bleus et dit « Laisse-le s'étouffer et mourir ». Avez-vous dit ça? Non. Je ne dirai jamais quelque chose d'aussi horrible. Donc, M. Brown ment. Il est confus, traumatisé. Il m'a mal entendu. Cameron laissa cela planer puis passa à autre chose. Madame Brown, combien d'assurance vie porte votre famille? Je ne sais pas exactement. Laissez-moi rafraîchir votre mémoire. 2 millions sur votre mari. 1 million chacun sur vos enfants. Correct? Si vous le dites. Et qui est le bénéficiaire si quelque chose arrive à Damon? Moi, en tant que sa mère, donc si Damon était mort à Noël, vous auriez reçu 1 million de dollars. Nielsen objecta à nouveau, mais la juge George permit. Oui, dit Sherry doucement, mais ça n'a rien à voir avec votre statut d'emploi actuel. Je suis entre 2 emplois, vous êtes entre 2 emplois depuis 3 ans. N'est-ce pas? Vivant des revenus de votre mari tout en dépensant des sommes importantes, selon ses relevés de cartes de crédit, chez des détaillants de luxe et des restaurants. Je suis mère au foyer. Vraiment? Parce que selon les dossiers scolaires, M. Brown est listé comme contact d'urgence principal pour les 2 enfants. Il assiste à toutes les conférences parents-enseignants, il gère tous les rendez-vous médicaux. Que faites-vous exactement en tant que mère au foyer? La composure de Sherry craqua. Je m'occupe de ma famille en conspirant avec vos parents pour tuer votre fils. Objection. Retiré. Cameron sourit froidement. Pas d'autres questions. Doris prit la barre ensuite, jouant la grand-mère blessée. Elle était bonne, mieux que Sherry. Elle pleura au bon moment, exprima horreur et regret, prétendit avoir été méticuleuse sur les ingrédients, mais avoir fait une terrible erreur. Mais Cameron avait une surprise. « Madame Crane, où étiez-vous lundi 23 décembre ?» Entre 14 et 17 heures, Doris cligna des yeux. « J'étais à la maison, je crois. »« À la maison? Seule ?»« Oui ?» Cameron sortit des photos. Celles-ci ont été prises au motel Riverside le 23 décembre à 14h47. « C'est vous? N'est-ce pas ?» La salle d'audience explosa. Doris blanchit.
Wade se leva de la galerie en criant. Nielsen demanda d'où Cameron avait ses photos. D'un membre de la famille concernée, dit Cameron doucement. Madame Crane, qui est l'homme sur ces photos avec vous? L'homme entrant dans la chambre 237. C'est outrancier. Nielsen était rouge. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de garde. Ça a tout à voir contre Cameron. Ça va au caractère et à la crédibilité des témoins. Madame Crane prétend être une grand-mère dévouée qui a fait une honnête erreur, mais elle ment sur sa liaison. Sur quoi d'autre ment-elle? La juge George appela à l'ordre M. Collins. Je permettrai cette ligne d'interrogatoire, mais marchez prudemment. Madame Crane, continua Cameron. L'homme sur ces photos est Elias Gould, le partenaire d'affaires de votre mari. Correct? Les instincts d'avocate de Doris s'activèrent. Je refuse de répondre car ça pourrait m'incriminer. Vous incriminez en quoi? Une liaison ou quelque chose de plus sérieux? Cameron sortit plus de documents. Ce sont des relevés bancaires montrant des transferts de comptes tenus conjointement par vous et votre mari vers des comptes offshore à votre nom seulement. Des comptes dont votre mari présumément ignore. Voulez-vous expliquer ça? Je refuse de répondre. Alors, laissez-moi suggérer ce qui s'est passé. Vous et M, Gould avez une liaison. Vous volez votre mari pour financer une nouvelle vie ensemble. Mais vous avez besoin de plus d'argent pour que ça marche? De l'argent des polices d'assurance sur vos petits-enfants. Alors vous avez ourdi un plan. C'est absurde. Doris craqua enfin. On n'a pas besoin d'argent? Mon mari est riche. Vraiment. Où son affaire coule? Les records montrent plusieurs propriétés en saisie. Investisseurs se retirant. Problèmes légaux. Cameron se pencha. Vous volez un bateau qui coule? Madame Crane. Et vous aviez besoin de cet argent d'assurance. L'audience dégénéra en chaos. Nielsen demanda une récession. Wade confronta Doris dans le couloir, leur dispute assez forte pour que tout le monde entende. Vince disparut, Louise sanglota. Quand la cour se reconvoqua, ce fut au tour de Kay de témoigner. Cameron la géra doucement, la guidant à travers ce qu'elle avait observé. Kay était calme, articulée, dévastatrice. Elle décrivit suivre sa mère, planter l'enregistreur, documenter la liaison. Je savais que quelque chose clochait, dit-elle. Les adultes disaient que j'étais paranoïaque. Mais j'ai fait confiance à mon instinct, et j'avais raison. Le contre-interrogatoire de Nielsen fut agressif. Il essaya de la peindre comme une enfant troublée, cherchant l'attention. Il questionna comment elle avait pu rassembler toutes ces preuves. Il suggéra que Cory l'avait coachée, mais Kay ne vacilla jamais. « Mon papa ne m'a pas coachée », dit-elle fermement. « Il ne savait même pas ce que je faisais. Je l'ai fait parce que j'aime mon frère, et je pouvais dire qu'il était en danger. De votre propre mère. » « Oui !» C'est une accusation très sérieuse d'une enfant de 12 ans. « J'ai 12 ans? Pas stupide ?» répliqua Kay. « Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai entendu. Et je sais que si je n'avais pas sauvé Damon, il serait mort maintenant. » La salle d'audience était silencieuse. La juge George récessa pour 1 heure afin d'examiner les preuves et considérer sa décision. Cory s'assit avec Cameron et Kay dans une salle de conférence. À peine capable de respirer, « Tu as été super », dit Cameron à Kay. « Ai-je fait assez ? Tu as fait plus qu'assez? Tu étais parfaite ?» Quand ils revinrent à la salle d'audience, la juge George semblait grave. « J'ai examiné les preuves et témoignages présentés aujourd'hui. C'est l'un des cas les plus perturbants que j'ai rencontrés en 20 ans sur le banc. » Elle regarda directement la famille Crane. « Au mieux, nous avons une négligence grave qui a presque résulté en la mort d'un enfant. Au pire, nous avons une conspiration pour meurtre. » Sherry commença à pleurer. Doris resta rigide. « J'accorde la pétition de garde d'urgence de M. Brown. Madame Sherry Brown n'aura aucun contact avec les enfants mineurs, sauf visite supervisée, en attendant un procès de garde complet. M. Brown reçoit la garde temporaire complète. » Nielsen commença à objecter, mais la juge George le coupa. « J'envoie aussi cette affaire au procureur de l'État pour enquête criminelle. Les preuves suggèrent une conduite criminelle possible qui dépasse la juridiction de cette cour. » Elle regarda Cory. « M. Brown, je vous accorde une ordonnance de restriction contre Madame Doris Crane, Madame Sherry Brown et tous les membres de la famille Crane. Ils doivent rester à au moins 150 mètres de vous et vos enfants en tout temps. Votre honneur, essaya Nielsen à nouveau. J'ai rendu ma décision. Conseil, cette audience est ajournée. Le marteau frappa. Cory serra Kay dans ses bras, la sentant trembler de soulagement. De l'autre côté de la salle, la famille Crane était en désarroi. Sherry sanglotait. Wade hurlait à Doris. Louise semblait sous le choc, mais ce n'était pas fini. Cameron l'avait averti. Ce n'était que la première bataille. La guerre était loin d'être gagnée.
Les retombées de l'audience de garde frappèrent la famille Crane comme une avalanche. Dans les 24 heures, l'histoire fuita à la presse. Pas toute l'histoire, mais assez pour être dommageable. Famille proéminente de Lincoln Park sous enquête après réaction allergique presque fatale d'un enfant. Titré le Tribune, le téléphone de Wade ne cessa de sonner, partenaire d'affaires voulant des explications. Investisseurs exigeant des réunions, l'histoire était trop salace pour être ignorée. Famille riche. Allégation de meurtre. Confrontation dramatique au tribunal. Corey observa ça se dérouler depuis la sécurité de l'hôtel d'Oak Park où il avait installé une vie temporaire avec ses enfants. Cameron lui avait conseillé de rester loin de sa maison en grès brun pour l'instant. Les Crane savaient où ils vivaient et ils étaient désespérés. À quel point désespérés, avait demandé Corey. Disons-le comme ça, Wade a perdu 3 investisseurs majeurs en 2 jours. L'histoire de la liaison de Doris se répand dans leur cercle social. Leur fille fait face à des charges criminelles potentielles. Ils sont acculés. L'expression de Cameron était sombre. Les animaux acculés sont dangereux. C'est pourquoi Cameron avait engagé une consultante en sécurité, une femme nommée Jacqueline Bell, qui avait fait de la protection exécutive pendant 20 ans. Elle était dans la quarantaine, compacte et efficace avec des yeux qui ne cessaient jamais de scanner les menaces. « Vous êtes une cible maintenant », expliqua Jacqueline à Corey lors de leur première rencontre. « Vous avez humilié une famille puissante et exposé leurs crimes. Ils vont contre-attaquer. Qu'est-ce que je dois attendre ? Harcèlement, intimidation. Ils pourraient essayer de vous discréditer, planter de la drogue dans votre voiture, fabriquer des preuves de méfaits, engager quelqu'un pour vous séduire et créer un scandale. Elle sortit un dossier. J'ai déjà trouvé du matériel de surveillance sur votre voiture, du truc d'amateur, mais ça montre qu'ils vous surveillent. » Corey sentit un frisson. « Qu'est-ce qu'on fait ? On passe à l'offensive. Je balaye votre appartement, votre voiture, partout d'où vous allez, on varie vos routines, on documente tout et on fait clair que s'ils viennent après vous, on les enterre. » Au cours des jours suivants, Jacqueline trouva 3 autres micros, un dans le sac d'ordinateur de Corey, un près de l'entrée de son appartement et un dans le sac à dos de Kay. « Quelqu'un a été très occupé, dit-elle en montrant à Corey les petits appareils. Ce niveau de surveillance suggère qu'ils bâtissent un dossier contre vous. Ils veulent trouver quelque chose, n'importe quoi qu'ils puissent utiliser. Ils ne trouveront rien. Ils pourraient fabriquer quelque chose. » L'expression de Jacqueline était sérieuse. Ces gens sont désespérés. Corey ne les sous-estimait pas. Pendant ce temps, Cameron bâtissait l'affaire criminelle. Le procureur de l'État, un homme ambitieux nommé Clifton Aguirre, avait pris un intérêt personnel après avoir examiné les preuves. « C'est gros », dit Clifton à Cameron lors d'une réunion à son bureau. « Si on peut prouver la conspiration pour meurtre, c'est une affaire qui fait carrière. Pouvez-vous le prouver ?» demanda Corey. Il était venu à la réunion sur insistance de Cameron. Les enregistrements de Kay sont problématiques d'un point de vue probant. L'Illinois est à consentement bilatéral, mais Clifton sourit. Ils nous donnent une carte routière. On assigne des dossiers bancaires, documents d'assurance, enregistrements téléphoniques, emails. On trouve les preuves qui corroborent ce qui est sur ces enregistrements. Combien de temps ça prendra ? Des semaines, peut-être des mois. Les crimes en col blanc prennent du temps à poursuivre. Mais on accélère parce que la vie d'un enfant était en danger. Clifton se pencha en avant. « J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. M. Brown, les Crane combattront avec tout ce qu'ils ont. Ils essaieront de plaider à la baisse. Prétendre que c'était un malentendu, arguer qu'aucun mal réel n'est survenu. Mon fils a presque mouru. Presque, c'est le problème en droit criminel. La tentative de meurtre requiert preuve d'intention. On doit montrer qu'ils ont délibérément essayé de tuer Damon. Pas juste qu'ils étaient négligents. J'ai cette preuve. Les enregistrements sont inadmissibles. Donc on a besoin d'autres preuves. Emails, testus, dossier financier montrant le mobile, témoins prêts à témoigner. » L'expression de Clifton était sympathique. « Je suis de votre côté, M. Brown, mais j'ai besoin que vous soyez patient pendant qu'on bâtit un dossier étanche. » Patience. Corey était fatigué d'être patient pendant que les assassins potentiels de ses enfants marchèrent libres. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, Corey ne pouvait pas dormir. Il s'assit dans le salon de la suite, ordinateur ouvert, recherchant l'empire d'affaires des Crane, la compagnie de Wade. Crane Development avait des doigts dans une douzaine de projets à travers Chicago. Immobilier, gestion de propriété, construction. Corey creusa plus profond. Rapports financiers, dépôt LLC, accord de partenariat. En tant qu'analyste financier, il savait lire entre les lignes des bilans et flux de trésorerie. Ce qu'il trouva était troublant.
Crane Development saignait de l'argent, plusieurs propriétés en saisie. Ils avaient pris des prêts à haut intérêt pour couvrir les dépenses opérationnelles, signe classique d'une affaire en difficulté. Wade avait projeté le succès tout en faisant face à la ruine en privé. Ça expliquait le désespoir. L'argent de l'assurance n'était pas juste de la cupidité, c'était la survie. Corey continua à creuser. Il trouva des connexions à d'autres affaires. Corporations coquilles, transactions suspect. Wade avait déplacé de l'argent, caché des pertes. Probablement fraudé des investisseurs. Papa, Kay apparut dans l'embrasure, se frottant les yeux. Il est 3 heures. Qu'est-ce que tu fais ? Recherche. Corey ferma l'ordinateur. Je n'arrivais pas à dormir. Désolé si je t'ai réveillé ? Tu ne l'as pas fait. J'ai fait un cauchemar. Elle s'assit à côté de lui, sur Noël. Corey passa son bras autour d'elle. Tu veux en parler ? Pas vraiment. C'est juste la même chose encore et encore. Damon s'étouffant et je ne peux pas atteindre l'épipène. Elle s'appuya contre lui. Je sais que c'est fini. Je sais qu'il est en sécurité. Mais mon cerveau n'arrête pas de rejouer ça. C'est normal. Tu as traversé quelque chose de traumatique. Toi aussi. Tu fais des cauchemars parfois ? Corey en avait fait aussi, se réveillant en sueur froide, voyant le visage de Sherry tenant son bras, entendant les bruits d'étouffement de Damon. Cameron dit qu'on pourrait avoir besoin de thérapie pour traiter tout ça. Cameron a probablement raison. Ils restèrent en silence un moment, puis Kay demanda « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Pour eux, je veux dire, grand-mère et grand-père et maman, le procureur de l'État bâtit un dossier, s'ils trouvent assez de preuves. Il y aura des charges criminelles, maman ira en prison. Je ne sais pas, ma chérie, peut-être. Kay fut silencieuse, traitant. Je sais que je devrais me sentir triste pour ça. C'est ma maman ? Mais je ne le suis pas. Est-ce que c'est mal ? Non, ce n'est pas mal. Elle t'a blessé toi et ton frère. Tu as le droit d'être en colère. Je ne suis même plus en colère. Je suis juste finie. Comme elle a fait ses choix et maintenant elle doit vivre avec. Kay leva les yeux vers lui. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne ? Ça fait de toi une personne forte, plus forte que tu ne devrais l'être à 12 ans. Corey baisa le sommet de sa tête. Mais je suis fier de toi quand même. Qu'est-ce que tu recherchais quand je suis arrivé ? Corey hésita, puis décida que Kay méritait l'honnêteté, les finances de la famille Crane. Je pense que l'affaire de Wade coule. C'est probablement pourquoi ils avaient si désespérément besoin de l'argent de l'assurance. Peut-on utiliser ça ? Peut-être si Wade a commis de la fraude. Ça donne plus de levier au procureur. Corey rouvrit son ordinateur. « Veux-tu m'aider à creuser ?» Ils passèrent l'heure suivante à examiner les dossiers financiers ensemble. Kay avait un esprit vif pour les chiffres. Elle repéra des patterns que Corey manqua, fit des connexions qu'il n'avait pas vues. « Regarde ça !» dit-elle, pointant une série de transactions. Cette LLC, Star Holdings, apparaît beaucoup, recevant des paiements de Crane Development, mais aucun service clair fourni, bon repérage. Pourrait être une compagnie coquille que Wade utilise pour cacher de l'argent. Ou, Kay afficha un autre écran, regarde qui est listé comme agent enregistré pour Star Holdings. Elias Gould, le partenaire de liaison, le partenaire d'affaires. Corey sentit les pièces s'assembler. Le partenaire d'affaires de Wade a une liaison avec sa femme et il lui vole via une compagnie coquille. Corey dit lentement, « C'est un tout autre crime. » Finit Kay. « Penses-tu que Wade sait ? S'il ne sait pas, il va le découvrir. » Corey compila tout ce qu'ils avaient trouvé et l'envoya à Cameron avec une note. Pourrait être un levier utile. Dis-moi ce que tu en penses. Cameron appela 30 minutes plus tard, malgré l'heure matinale. Tu as trouvé ça ce soir ? Kay et moi ne pouvions pas dormir. On a commencé à creuser, c'est de l'or. Corey, si Wade a été fraudé par sa propre femme et partenaire d'affaires, ça change toute la dynamique. On peut utiliser ça. Comment ? On offre un deal à Wade. Il témoigne contre Doris et Sherry, fournit des preuves de la conspiration, et en échange, on ne poursuit pas de charges liées à sa fraude d'affaires, que je vois au moins 3 instances dans ces documents. Tu veux que je fasse un deal avec quelqu'un qui a essayé de tuer mon fils ? Je veux garantir que les personnes les plus responsables paient le prix. Pour l'instant, le maillon le plus faible est Wade. Il perd de l'argent. Sa femme l'a trahi, son partenaire d'affaires l'a trahi, il est vulnérable, on exploite ça. Corey voulait argumenter, mais Cameron avait raison. Ce n'était pas sur la vengeance, c'était sur la justice. Et si dealer avec Wade signifiait assurer que Doris et Sherry faisaient face aux conséquences, ça valait la peine. Organise la réunion, dit Corey. La réunion eut lieu 2 jours plus tard au bureau de Cameron. Wade arriva seul, paraissant 10 ans plus vieux qu'à Noël. Les nouvelles sur la liaison de Doris et l'escroquerie avaient brisé son arrogance habituelle.
Crane, commença Cameron. Merci d'être venu. Votre associé a dit que vous aviez des informations que je voudrais voir. La voix de Wade était rauque. Alors, voyons-les. Cameron glissa un dossier sur la table, relevé bancaire montrant que votre femme et Elias Gould ont systématiquement volé Crane Development pendant les 18 derniers mois. Environ 3 millions d'euros ont été transférés vers des comptes offshore aux îles Caïmans. Le visage de Wade vira au violet en lisant « Ce fils de, ce maudit ». Il se reprit, levant les yeux vers Cameron. « Où avez-vous eu ça ?»« De quelqu'un plus intelligent que nous deux ?» dit Cameron, jetant un œil à Kay assise dans le coin du bureau. Ayant insisté pour être présente, les yeux de Wade la trouvèrent. Pendant un moment, quelque chose comme du respect passa sur son visage. « Tu as été occupé ?»« Kay, je voulais protéger ma famille, » dit-elle froidement. « Quelque chose que vous devriez comprendre. Ta famille, cracha Wade. Ton père t'a empoisonné contre nous. Remplis ta tête de mensonges. Personne ne m'a rempli la tête de rien, interrompit Kay. Je vous ai regardé tous planifier le meurtre de mon frère. Je l'ai enregistré. J'ai des preuves. Les seuls mensonges viennent de vous. Wade semblait gifler. M. Crane, dit Cameron, ramenant son attention. Vous avez 2 choix. Choix 1. On donne ces informations au procureur de l'État et vous faites face à des charges de fraude avec conspiration pour meurtre. Votre affaire s'effondre. Vous allez en prison. Votre femme et ancien partenaire profitent de votre argent volé depuis leur maison de plage aux Caraïbes. Quel est le choix 2? Vous coopérez pleinement avec l'enquête sur ce qui s'est passé à Noël. Vous témoignez contre Doris et Sherry. Vous fournissez des preuves de leur planification et intention. En échange, on accepte de ne pas poursuivre de charges liées à vos affaires, à condition que vous fassiez pleine restitution aux investisseurs fraudés. Vous voulez que je témoigne contre ma propre femme et fille. Votre femme qui vous trompe et vous vole. Votre fille qui a participé à planifier le meurtre de votre petit-fils. La voix de Cameron était dure. Ils vous ont jeté sous le bus. Wade, je vous donne une chance de vous sauver. Wade s'assit en arrière, son visage un masque d'émotions conflictuelles, colère, humiliation, peur. À quoi exactement devrais-je témoigner? Cameron sortit une transcription d'un enregistrement de Kay. Cette conversation a eu lieu dans votre bureau le 15 décembre. Votre voix est clairement identifiable. Vous avez discuté des polices d'assurance, du plan d'utiliser l'allergie de Damon, du timing du dîner de Noël. Nous avons besoin que vous confirmiez que cette conversation a eu lieu. Fournissiez du contexte et témoignez que vous l'avez comprise comme un plan pour tuer un enfant. Si je fais ça, Doris va en prison. Doris et Sherry toutes les deux. Oui, et Vince, Louise. Ils étaient là aussi. Si vous témoignez qu'ils faisaient partie de la conspiration, ils font face à des charges aussi. Mais notre priorité est les acteurs principaux, Doris et Sherry. Wade fut silencieux un long moment. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous avez 24 heures, dit Cameron. Après ça, ces preuves vont au procureur de l'État et vous êtes seul. Wade se leva, tenant le dossier. Puis-je le garder? C'est une copie. Nous avons les originaux. Wade regarda Kay une dernière fois. Tu sais que tu as détruit cette famille. Hein? Tout ce qu'on a construit, vous l'avez détruite? Dit Kay doucement. Quand vous avez décidé que la vie de mon frère valait moins que de l'argent, Wade partit sans un mot de plus. Penses-tu qu'il prendra le deal? Demanda Corey après son départ. Il le prendra, dit Cameron confiant. C'est un narcissique et un lâche. Il ne se sacrifiera pas pour des gens qui l'ont trahi. Cameron avait raison. Wade appela le matin suivant et accepta de coopérer pleinement. La seconde réunion inclut Clifton Aguirre et un agent du FBI nommé Michel Beck. Amené à cause des crimes financiers, inter-État impliqués, Wade exposa tout. La conversation dans son bureau n'était pas la première. Il planifiait depuis des semaines. Doris avait été la cerveau. Motivée par sa liaison et besoin d'argent, Sherry avait été impatiente de participer. Rancunière envers Corey et fatiguée d'être pauvre au standard Crane. Elle disait qu'elle ne l'avait jamais aimé, dit Wade, regardant Corey. Disait que te marier était la plus grosse erreur de sa vie. Disait que les enfants étaient la seule bonne chose qui en était sortie. Mais les allergies de Damon le rendaient défectueux. Les mots blessèrent Corey, plus qu'il ne s'y attendait. Il savait que le mariage était fini, mais l'entendre décrit si froidement était encore douloureux. Wade continua. Ils ont choisi Noël parce que ce serait facile de prétendre à de la confusion avec tant de gens et tant de nourriture. Ils ont pratiqué leur réaction, les visages choqués, l'inquiétude, les appels à l'aide qui viendraient juste quelques secondes trop tard. Sherry était censée t'empêcher d'atteindre l'épipène pendant au moins 2 minutes. Wade dit que ça serait assez pour des dommages cérébraux.
ou la mort. Puis on ferait tous les traumatiser, blâmer Doris pour une honnête erreur et toucher l'argent de l'assurance. Et Kay demanda Michel. Elle n'était pas dans vos calculs. On ne pensait pas qu'elle interviendrait. Elle était censée être avec les autres enfants dans le salon. L'expression de Wade devint amère. On l'a sous-estimée. Clairement, dit Clifton sèchement. Wade fournit des relevés bancaires montrant de gros dépôts que Sherry attendait du paiement d'assurance. Chaîne d'emails entre Doris et Elias Gould discutant de leurs plans pour quitter le pays. Textos entre les membres de la famille coordonnant leurs histoires. C'était plus qu'assez pour poursuivre. Et Vince et Louise demanda Cory. Vince savait et approuvait. Il espérait une part de l'argent. La mâchoire de Wade se serra. Louise était mal à l'aise mais a suivi. Elle est faible, l'a toujours été. Donc, ils sont tous complices. Oui. Clifton et Michel échangèrent des regards. C'est assez pour des mandats d'arrestation. Dès Clifton, on agit immédiatement. Les arrestations eurent lieu le matin suivant. Agents fédéraux et police de Chicago descendirent sur le domaine des Crane à 6 heures. Doris et Sherry furent mises en garde à vue sans incident. Vince essaya de fuir et fut plaqué dans la cour arrière. Louise se rendit après l'appel de son avocat. Elias Gould fut arrêté chez lui, accusé d'escroquerie et fraude. Les médias devinrent fous, l'histoire avait tout, richesse. Trayson, tentative de meurtre, liaison. Vent de nouvelles campèrent dehors du domaine des crânes. Reporters essayèrent de trouver Cory et les enfants. Cameron tint une conférence de presse, contrôlant soigneusement le récit. Cette affaire est sur un père protégeant ses enfants d'un mal inimaginable, le courage d'une jeune fille à sauver la vie de son frère et exposer une conspiration qui choque la conscience. La justice est servie. Les audiences de caution vinrent ensuite. Clifton argua que Doris et Sherry étaient en des risques de fuite. Elle planifiait de quitter le pays avec de l'argent volé. Le juge accepta. Fixant la caution à 5 millions d'euros chacune, Wade posta sa caution en pledging des propriétés. Personne ne posta pour Doris ou Sherry. Elles restèrent à la prison de Cook County, attendant le procès. Cory aurait dû se sentir triomphant. Ses ennemis étaient enfermés. Ses enfants étaient en sécurité. La justice progressait. Mais il se sentait vide. Un soir, une semaine après les arrestations, Cory s'assit avec les deux enfants regardant un film auquel ni Kay ni Damon ne prêtaient vraiment attention. « Papa !» demanda Damon pendant un moment calme. « Est-ce que maman rentre un jour ?» C'était la question que Cory redoutait. « Non, mon pote, elle ne rentre pas, parce qu'elle a essayé de me faire mal, parce qu'elle a fait de très mauvais choix, des choix qui signifient qu'elle ne peut plus être partie de notre famille. » Damon traita ça avec l'acceptation simple d'un enfant de 8 ans. « D'accord, peut-on avoir un chien alors ?» Kairit, le premier vrai rire que Cory avait entendu d'elle en jour. « C'est ta priorité, un chien ?» Maman disait toujours non au chien. Mais si elle ne revient pas, peut-être qu'on peut en avoir un maintenant. C'était une requête enfantine si normale que Cory se mit à rire aussi. « Oui, mon pote, on peut avoir un chien ?» Cool. Damon revint au film. Satisfait, mais Kay resta troublée. Plus tard, après que Damon soit au lit, elle rejoignit Cory dans le salon. « Est-ce mal que je ne sois pas triste ?» demanda-t-elle. « Pour maman, je veux dire, tout le monde dit que je devrais être dévastée. Mais je ne le suis pas. Il n'y a pas de bonne façon de sentir. Ok. Ta maman t'a blessé ? Elle a trahi ta confiance de la pire manière possible. Tu as le droit de ne pas être triste. Cameron dit que le procès sera dur, que je pourrais devoir témoigner à nouveau, que les gens diront des choses méchantes sur nous, probablement. Les Crane ont encore des supporters, des gens qui pensent qu'on ment ou exagère. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. L'expression de Kay se durcit. Nous connaissons la vérité, et bientôt tout le monde aussi. Elle avait raison, le procès serait difficile, mais ils avaient la vérité et les preuves de leur côté, et ils savaient mutuellement. Les Crane avaient sous-estimé ça. La force d'un père qui ferait n'importe quoi pour protéger ses enfants et le courage d'une fille qui refusait de laisser le mal gagner. Maintenant, il paierait le prix pour cette erreur. Le procès commença fin février, 8 semaines après le dîner de Noël qui avait tout changé. La couverture médiatique était intense. Court TV le diffusait en direct. Les journaux dévouaient la une. Les réseaux sociaux explosèrent d'opinion. Cameron avait assemblé une équipe formidable. Avec lui, il amena 2 associés et un consultant jury. Ils avaient passé des semaines à préparer, courant des procès fictifs, anticipant chaque argument de la défense. L'équipe de défense était tout aussi impressionnante. Malgré la prison, Doris et Sherry avaient engagé Darren Walker, un avocat de défense légendaire connu pour acquitter des clients riches de charges impossibles. Il était dans la cinquantaine.
charismatique et à la langue d'argent, Vince et Louise avaient des avocats séparés. Les procureurs leur avaient offert des deals. Témoigner contre Doris et Sherry en échange de charges réduites. Tous deux avaient refusé, loyaux jusqu'au bout. La sélection du jury prit 3 jours. Clifton voulait des parents, des gens horrifiés par l'idée de blesser un enfant. Darren voulait des sceptiques, des gens qui douteraient du témoignage d'un enfant et questionneraient le récit de conspiration. Ils finirent avec 12 jurés et 4 alternates, un mélange de background et âge. Supposément impartiaux, le procès s'ouvrit avec la déclaration de Clifton. Il était convaincant, exposant la chronologie des événements, les preuves, la conspiration. Il montra des photos de Damon à l'hôpital. Il décrivit comment Kay avait sauvé la vie de son frère. « Ce n'est pas une affaire compliquée », dit Clifton au jury. Les accusés ont conspiré pour tuer un enfant de 8 ans pour de l'argent d'assurance. Ils l'ont planifié, ils l'ont exécuté. Ils auraient réussi sans le courage d'une fille de 12 ans au lait. Tout le reste est du bruit. L'ouverture de Darren Walker était différente. Il peignit la famille Brown comme instable, Corey paranoïaque, Kay comme une enfant troublée cherchant l'attention. Doris Crane a fait une terrible erreur. Darren admit, elle est humaine. Elle a oublié l'allergie de son petit-fils dans le chaos de préparer le dîner de Noël. Quand elle a réalisé ce qui s'était passé, elle était horrifiée. Comme toute la famille, ils ont gelé en choc. Incapables de traiter ce qui se passait, c'est la nature humaine. Pas une conspiration, il suggéra que tout le complot de meurtre était une fabrication, que Corey avait coaché Kay à mentir, que les preuves étaient de fabriquées ou mal interprétées. La poursuite veut que vous croyiez qu'une grand-mère, une femme qui n'a jamais eu de problème avec la loi, qui a donné des millions à la charité, qui est un pilier de sa communauté depuis des décennies, a soudain décidé de tuer son propre petit-fils. Est-ce que ça fait sens ? Ou est-il plus probable qu'un accident tragique a été tordu par un homme paranoïaque et sa fille coachée en affaires criminelles ? C'était efficace. Corey observa certains jurés hocher la tête. La première semaine du procès se concentra sur l'établissement des faits du dîner de Noël. La poursuite appela le médecin qui avait traité Damon, qui témoigna de la gravité de la réaction. Ils appelèrent des voisins qui avaient entendu le commotion. Ils présentèrent les dossiers hospitaliers, puis vint le témoignage émotionnel. Corey prit la barre, décrivant ce qu'il avait vu et ressenti cette nuit, Sherry tenant son bras, la famille regardant, la terreur de voir son fils suffoqué. Le contre-interrogatoire de Darren fut brutal. « M. Brown, vous avez décrit votre femme comme vous retenant physiquement. Pouvez-vous montrer au jury ces bleus que vous prétendez qu'elle a laissés ? Ils ont guéri, ça fait 2 mois, donc vous n'avez aucune preuve physique de cette retenue. » « Non, mais... » « Et vous prétendez que Madame Crane a dit « Laisse-le s'étouffer et mourir ». Ces mots exacts, oui, dans une pièce avec 20 personnes, toutes niant avoir entendu une telle déclaration, ils mentent pour se protéger, ou vous mentez pour les attaquer. Darren laissa planer. « M. Brown, n'est-il pas vrai que vous avez toujours ressenti de la rancune envers la famille de votre femme ? Que vous vous sentiez inférieur financièrement ? Non. N'est-il pas vrai que vous avez essayé d'isoler votre femme de sa famille ? Que vous lui avez interdit d'assister à des événements familiaux sans vous ? Je ne lui ai jamais interdit quoi que ce soit. Mais vous avez rendu ça difficile. Vous avez critiqué ses parents. Vous avez refusé de laisser vos enfants passer du temps avec leurs grands-parents sans supervision parce que je les protégeais de quoi ? D'une grand-mère aimante qui a fait une erreur avec des cookies. Cameron objecta, argumentatif. Soutenu, dit la juge George, mais le dommage était fait. Darren avait planté le doute. Peut-être Corey était juste un mari contrôlant, tournant une tragédie en conspiration. Le tournant vint quand Kay témoigna. Elle prit la barre dans une simple robe bleue, semblant impossiblement jeune. Clifton la géra doucement, la guidant à travers ce qu'elle avait observé et fait. Kay décrivit suivre sa mère, planter l'enregistreur, documenter la liaison. Je savais que quelque chose clochait, dit-elle clairement. Les adultes disaient que j'étais paranoïaque, mais j'ai fait confiance à mon instinct. Et j'avais raison. Ton père savait-il que tu rassemblais ces preuves ? Non, je l'ai fait seul. Pourquoi ? Parce que j'aime ma famille ? La vraie papa et Damon. Je devais les protéger. C'était un témoignage puissant, mais vint le contre-interrogatoire de Darren Walker. Il commença gentil, presque amical. « Kay, tu aimes beaucoup ton père ? » « Hein ? Oui. Tu ferais n'importe quoi pour le protéger ? Oui. Même mentir. Les yeux de Kay flashèrent. « Je ne mens pas. Mais tu mentirais si tu pensais que ça protégerait ton père. Hein ? Si tu pensais qu'il était en trouble, je n'ai pas besoin de mentir. Je dis la vérité. Parlons de cet enregistreur que tu as planté. Où l'as-tu ?
Je l'ai emprunté à un ami dont le père est détective privé. Le père de cet ami t'a aidé à le planter. Non, je l'ai fait moi-même. Vraiment, une fille de 12 ans a réussi à planter un enregistreur professionnel sans aide. C'est assez impressionnant. Je suis bonne avec la technologie. Ou quelqu'un t'a aidé, quelqu'un qui voulait rassembler des preuves contre la famille Crane, quelqu'un comme ton père. Mon père ne savait pas, donc tu prétends. Mais n'est-ce pas pratique que tu aies, justement, planté cet appareil juste avant le dîner de Noël? Que tu aies été exactement au bon endroit, au bon moment pour sauver ton frère? Les mains de Kay se serrèrent. Je l'ai sauvé parce que quelqu'un devait... Parce que vous tous alliez le laisser mourir. Vous tous? Je n'étais pas là. Kay. Mais ta grand-mère l'était, ta mère l'était, ta tante et ton oncle, une pièce entière de gens. Et tu dis qu'ils ont tous conspiré pour tuer un enfant. N'est-ce pas un peu fantastique? C'est ce qui s'est passé ou c'est ce qu'on t'a dit de dire? Cameron était debout. Objection. Le conseil harcèle le témoin. Retiré? Darren sourit à Kay. Une question de plus? Ces enregistrements que tu as faits, as-tu l'appareil original? Kay hésita. Non, non. Qu'est-il arrivé? Je l'ai perdu. Tu as perdu la pièce de preuve la plus importante dans cette affaire? Comme c'est pratique. Je ne l'ai pas perdu. Je pense que quelqu'un l'a pris. Quelqu'un de la famille essayant de... Donc maintenant, tu prétends que des preuves ont été volées. Par qui? Je ne sais pas, mais j'ai fait des copies avant qu'ils disparaissent. Elles sont les mêmes. Les copies peuvent être éditées. Hein? Manipulées? Sans l'original. On n'a que ta parole que ces enregistrements sont authentiques. Kay regarda Clifton, désespéré. Mais il n'y avait rien qu'il puisse faire. L'appareil original avait disparu de son sac à dos 2 semaines plus tôt. Quelqu'un l'avait effectivement volé, probablement Vince ou quelqu'un qui l'avait engagé, mais sans preuve. Ça faisait juste paraître Kay moins crédible. Darren avait marqué des points. Le procès continua 3 semaines de plus. Wade témoigna, fournissant une connaissance intérieure de la conspiration, mais Darren attaqua sa crédibilité sans relâche. Il était un mari trompé, trahi par sa femme et partenaire, prêt à dire n'importe quoi pour vengeance. Des experts financiers témoignèrent sur les polices d'assurance et les problèmes d'argent des Crans. Des témoins de caractère parlèrent de la réputation de Doris. Des experts médicaux discutèrent des allergies et de l'anaphylaxie. Tout au long, Doris et Sherry étaient assises à la table de défense, paraissant tragiques et lésées. Doris s'essuyait les yeux occasionnellement. Sherry regardait le jury avec une innocence blessée. Elles jouaient leur rôle parfaitement. La poursuite se reposa après avoir présenté les enregistrements, améliorés et analysés par des experts audio qui juraient qu'ils étaient authentiques. Les voix étaient claires, la conspiration évidente, mais sans l'appareil original, la défense continua à marteler sur l'authenticité. L'affaire de la défense était plus simple. Ils appelèrent des amis de famille qui témoignèrent sur le caractère de Doris. Ils appelèrent des psychiatres qui suggérèrent que Corey souffrait de délusions paranoïaques. Ils appelèrent des experts qui arguèrent que les enregistrements pouvaient être falsifiés. Ils ne mirent pas Doris ou Sherry à la barre. Trop risqué. Les plaidoiries finales vinrent début avril. Clifton fut passionné, rappelant au jury d'Amon à l'hôpital le courage de Kay, les preuves claires de conspiration. Ils ont planifié de tuer un enfant, dit-il avec force. Pour de l'argent, ils ont exécuté ce plan au dîner de Noël. Ils auraient réussi sans le courage d'une fille de 12 ans. Ne les laissez pas s'en tirer. La plaidoirie de Darren fut tout aussi puissante. La poursuite a bâti un château dans le ciel. Une théorie de conspiration fantastique qui requiert que vous croyiez qu'une grand-mère aimante est soudain devenue meurtrière, qu'une famille entière a collectivement décidé de tuer un enfant. Est-ce que ça fait sens ? Ou est-il plus probable qu'une tragédie accidentelle a été tordue par un homme paranoïaque et sa fille coachée en affaires criminelles ? Le jury délibéra 4 jours d'agonie, attendant de voir si la justice serait servie. Au 5e jour, ils revinrent avec un verdict. La salle d'audience était bondée, médias remplissèrent la galerie. Corey s'assit entre Cameron et Kay, tenant la main de sa fille. Damon était avec les parents de Cameron à nouveau. Ce n'était pas quelque chose qu'un enfant de 8 ans avait besoin de voir. La juge George appela à l'ordre tandis que le jury entrait. Corey essaya de lire leurs visages, mais ils étaient de soigneusement neutres. « Le jury a-t-il atteint un verdict ?» demanda la juge George. La présidente, une enseignante d'âge moyen nommée Betsy Hardy, s'éleva. « Oui, votre honneur. Sur l'accusation de conspiration pour meurtre, comment trouvez-vous l'accusé Doris Crane ? Coupable. » Le mot frappa comme un coup de tonnerre. Des halètements ondulèrent à travers la salle. Le visage de Doris blanchit. Derrière la table de défense, Wade semblait sombrement satisfait.
Sur l'accusation de tentative de meurtre, comment trouvez-vous l'accusé Doris Crane coupable? Sur l'accusation de conspiration pour meurtre, comment trouvez-vous l'accusé Sherry Brown coupable? Sur l'accusation de tentative de meurtre, comment trouvez-vous l'accusé Sherry Brown coupable? Sherry commença à pleurer, des sanglots forts et haletants. Darren posa une main sur son épaule, mais elle le secoua. Les verdicts continuèrent. Vince coupable des deux chefs. Louise coupable de conspiration, mais non coupable de tentative de meurtre. Le jury avait apparemment cru qu'elle était une participante réticente qui n'avait pas activement essayé de tuer Damon. La juge George remercia le jury et fixa la sentence pour 2 semaines plus tard. Dans ces 2 semaines, Corey sentit enfin qu'il pouvait respirer. Les verdicts de culpabilité avaient validé tout. Ses instincts, le courage de Kay, la vérité pour laquelle ils avaient tant lutté, mais ils n'étaient pas encore satisfaits. Il y avait encore une pièce à mettre en place. Après la sentence, il rencontra Michel Beck, l'agent du FBI qui avait travaillé l'angle crime financier. Qu'arrive-t-il avec l'affaire d'escroquerie? Demanda Corey. Elias Gould ira au procès le mois prochain. Nous l'avons à mort. Il risque 10 à 15 ans. Michel sourit sombrement. Doris a retourné contre lui quand elle a réalisé qu'il n'allait pas payer sa caution. Nous a tout dit sur leur liaison et l'argent qu'ils ont volé, et Wade a honoré son deal, fait restitution aux investisseurs, évité les charges. L'expression de Michel s'aigrit. Je n'aime pas ça, mais il nous a donné tous les autres. Qu'arrive-t-il à Crane Development? Faillite. Probablement, Wade essaie de sauver quelque chose. Mais sans le fonds fiduciaire de Doris, et avec tous les coups légaux, il est fini. Parfait. L'empire Crane, bâti sur l'arrogance et la corruption, s'effondrait. Au cours des mois suivants, Corey observa les pièces restantes tomber. Crane Development déposa pour chapitre 7 faillite. Propriétés vendues aux enchères. Wade déménagea dans un appartement modeste dans un quartier moins fashionable. Les amis de société qui avaient témoigné pour Doris se distancèrent discrètement. Les clubs de campagne révoquèrent les adhésions. Les conseils de charité enlevèrent le nom Crane des bâtiments. La mort sociale était presque plus dévastatrice que les conséquences légales. Pendant ce temps, Corey reconstruisit sa vie. Lui et les enfants déménagèrent de l'hôtel à la maison en grès brun, qui maintenant semblait une maison au lieu d'un compromis. Ils prirent un chien, un golden retriever nommé Justice, choix de Damon, qui aida à apaiser les cauchemars. Kay commença la thérapie, Corey aussi. Ils travaillèrent à travers le trauma ensemble, apprenant à faire confiance à nouveau. Damon, résilient comme les enfants, sembla rebondir plus vite. Il comprenait ce qui s'était passé en termes simples. Des mauvaises personnes avaient essayé de le blesser, mais sa sœur et papa l'avaient protégé. C'était assez... Cameron visita régulièrement, devenant comme de la famille. Jacqueline Bell resta comme consultante en sécurité, bien que les menaces aient fini avec les verdicts de culpabilité. Un soir de fin d'été, Corey s'assit sur les marches avant de la maison en grès brun, observant Kay et Damon jouer avec Justice dans la petite cour. La chaleur de Chicago était oppressante, mais les enfants s'en fichaient. Son téléphone sonna, un numéro inconnu. « Allô? M. Brown, c'est Betsy Hardy. J'étais la présidente du jury. » Corey se redressa. « Mademoiselle Hardy, que puis-je pour vous? Je voulais appeler et vous dire que nous vous avons cru, tous, dès le premier jour de témoignage. » Sa voix était émue. « Nous avons vu ce qu'ils ont essayé de faire. Et je voulais que vous sachiez que Kay, votre fille, elle était la personne la plus courageuse que j'ai vue. La façon dont elle a témoigné, dont elle a tenu tête à cet avocat, elle est extraordinaire. »« Merci, » parvint Corey, la gorge serrée. « J'ai une fille à peu près de son âge. Je pense sans cesse à ce que Kay a traversé et ça me donne envie d'être une meilleure parente. Plus aware, plus protectrice. Betsy pausa. Je voulais juste que vous sachiez que vous avez tout fait bien. Vous avez protégé vos enfants. Vous avez obtenu justice. Vous avez gagné. » Après qu'elle ait raccroché, Corey resta assis longtemps, laissant ses mots pénétrer. Il avait gagné, pas juste au tribunal, pas juste en obtenant des convictions, il avait gagné parce que ses enfants étaient en sécurité, en santé, guérissants, parce qu'ils avaient affronté le mal et survécu, parce qu'ils jouaient dans la cour avec un chien nommé Justice, riant comme des enfants normaux. C'était la victoire. « Papa !» appela Damon. Justice a appris un nouveau tour. « Regarde !» Corey se leva et marcha vers la cour, prêt à regarder la démonstration de son fils, prêt à être présent pour ces moments ordinaires, précieux. La famille Crane était finie, leur héritage était cendre, leur empire était tombé, et Corey Brown, le nul du South Side qu'ils avaient essayé de détruire, était encore debout,
encore combattant, encore gagnant. Cette nuit-là, après que les enfants soient au lit, Cory ouvrit son ordinateur une dernière fois. Il travaillait sur quelque chose de privé, quelque chose qu'il n'avait dit à personne, une fondation, la fondation Kay et Damon Brown pour la sécurité des enfants. Il la mettait en place avec de l'argent des règlements, des poursuites civiles qu'il avait intentées contre les Krantz, argent qui irait à aider d'autres enfants, protéger d'autres familles, financer la recherche sur les allergies alimentaires et protocoles de sécurité. Quelque chose de bon de toute cette obscurité, la paperasse était presque complète. Dans quelques semaines, ce serait officiel, et chaque fois que quelqu'un serait aidé par la fondation, ce serait un rappel que le mal avait essayé de gagner mais avait échoué, que le courage et l'amour avaient triomphé, que l'amour d'un père pour ses enfants était plus fort que n'importe quelle conspiration, n'importe quel montant d'argent, n'importe quelle force du mal. Cory ferma l'ordinateur et regarda la photo sur son bureau. Kay et Damon, souriants, en sécurité, vivance, il les avait protégés, il les avait vengés, il avait gagné, et c'était c'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai